Romain Paliche qui travaille dans l'équipe de Christine Catlama à Paris. Et je vais animer ce cas avec lui. Oui, je fais. Ok, bonjour à tous. Effectivement, on va parler du traitement antirétroviral au long cours, puisque en tant que clinicien, on est tous amenés quotidiennement à se poser des questions sur la manière de modifier un traitement antirétroviral ou de gérer les complications qui peuvent survenir sous traitement antirétroviral. J'ai fait 2 cas cliniques, le premier est un peu plus long que le deuxième, on verra si j'ai le temps de faire le deuxième, on va voir comment ça se passe. Très bien. Enfin, 30 pour les deux, on verra. Si jamais c'est pas possible, j'abrégerai le deuxième. Donc le premier cas, c'est le cas de Monsieur D, qui est un homme de 42 ans, qui est né au Mali, dont le premier séjour en France remonte aux années 90, et qui vit entre le Mali et la France. Au Mali, il est marié, il a 2 enfants, il a une épouse avec qui il rapporte des rapports sexuels qui ne sont pas protégés, et quand il rentre en France, plutôt en contexte festif, il a des rapports non protégés, avec d'autres hommes. Il est commercial, c'est quelqu'un qui est extrêmement actif, qui voyage beaucoup, qui travaille dans les travaux publics entre la France, où est le siège social de son entreprise, et Bamako. Pour le VIH, de la même manière, il est suivi à Bamako et à Paris, plutôt à Bamako, mais il vient de temps en temps faire des bilans immunovirologiques à Paris. Sur le plan de son VIH, il a été diagnostiqué en 2009 à l'occasion d'un accès palustre qui a occasionné une hospitalisation à Bamako. Il avait une charge virale initiale à 130 000 copies, des CD4 à 340. Il n'a jamais fait d'infection opportuniste. Il est traité par ailleurs pour une hypertension artérielle par un IEC. Il a fait une syphilis dans son histoire clinique. Et le dernier bilan immunovirologique dont vous disposez date d'il y a 9 mois. Il avait une charge virale indétectable, moins de 20 copies, et des CD4 à 650. Là, c'est l'histoire thérapeutique que vous avez réussi à reconstituer au fur et à mesure de ses consultations quand il passe par Paris. Est-ce que quelqu'un déjà pourrait commenter cette histoire thérapeutique avec le peu d'éléments dont on dispose? Vous levez la main, il y a un micro qu'on peut vous donner. Ça inspire personne. Ouais. On va vous donner un micro. Ouais. Voilà, je disais qu'on peut dire qu'il a démarré par un traitement avec 2 inhibiteurs nucléosidiques et un inhibiteur non nucléosidique, la névirapine. Et jusqu'en 2013, ça fait combien? Ça fait 4 ans. Et puis, on a switché en mettant le tenofovir et l'emtricitabine comme 2 NUC et l'efavirenz comme un non-NUC. Je ne sais pas maintenant la raison de ce changement-là. Qu'est-ce que ça pourrait être, à votre avis, la raison? Bon. Il n'a jamais eu d'infection opportuniste. Oui. Bon, je me suis dit que peut-être on a eu des traitements un peu meilleurs en termes de combinaison à dose fixe. Absolument. Qui peut, oui, là, ça, retirer voilà. la ZT. Oui. Tout à fait. Et ensuite, il est passé au darunavir au bout d'une année, je crois, d'une ou de 2 ans. Et là, pourquoi, à votre avis, quelle pourrait être l'explication? Bon, je me suis dit que peut-être il a développé une certaine résistance par rapport au non-NUC. Parce que déjà, il y avait névirapine puis efavirenz qui sont tous de la même catégorie de médicaments. Et là, on est passé aux IP. Est-ce qu'il peut y avoir une autre raison? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Peut-être l'intolérance de l'efavirenz avec des cauchemars ou des... Voilà. D'où le 1 an. Donc effectivement, l'analyse est très juste, mais à ce stade-là, on pose des hypothèses sur les raisons qui poussent au changement, mais on n'a pas précisément l'histoire d'intolérance, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En fait, quand il arrive à la consultation, il nous dit « j'ai changé de traitement il y a 15 jours, on m'a remis une ordonnance ». Voilà, l'ordonnance est là, on lui a remis une ordonnance où c'est marqué « Isentress, un comprimé 2 fois par jour ». Et tenofovir emtricitabine 1 comprimé par jour, en disant ce traitement était mieux que l'ancien, alors du coup on m'a donné ça.
Au vu de ce qu'on a dit juste avant, avec le peu d'éléments dont on dispose, qu'est-ce que vous pensez de cette ligne thérapeutique et surtout, qu'est-ce qui vous manque pour réfléchir correctement par rapport à cette ligne thérapeutique? Peut-être remettre l'histoire. Voilà ce que vous savez. Et là, il arrive, il vous dit, j'ai ténophovirène, pristinamine, isentresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, au point de vue données biologiques, ici, n'ont pas la charge virale pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce qu'il y a eu un échec Alors, la dernière charge virale, elle était à moins de 20, il y a 9 mois. Oui. Il y a 9 mois, elle était indétectable. 9 mois Sous de darunavir méthode. boosté. Exactement. 9 mois Donc, de. j'ai été contrôlé sous ténophovirène, pristinamine, darunavir boosté, il y a 9 mois. Non, ce que je veux dire, entre le passage de efavirenz à darunavir, on ne sait pas, pendant cette période-là, quelle était la charge virale. On est quand même passé de efavirenz à darunavir sans savoir. Et pourquoi on ne peut pas passer de darunavir à isentresse sans savoir? Qu'est-ce que vous craignez? Alors, ici, je crains qu'on continue à mettre des molécules sans avoir la raison et on grille beaucoup de lignes thérapeutiques. Comme ça, on n'a pas la chance au futur, lorsqu'on aura... Et pourquoi on va griller s'il est contrôlé? Oui, mais pourquoi changer, c'est ça? Parce qu'il est hyper tendu, parce que vous ne voulez pas lui laisser un IP boosté, voilà. Il est hyper tendu, il vieillit, on ne peut peut-être pas lui laisser une antiprotéase très longtemps, il y a des interactions médicamenteuses, c'est mieux toléré au point de vue digestif, donc on lui a proposé de le mettre sous isentresse. Mais est-ce que ça vous va, ce changement? Moi, personnellement, dans notre contexte, dans notre pays, je suis de la Guinée, pour l'instant, c'est trop tôt de mettre isentresse dans cette situation-là, parce que nous le conservons justement pour des cas, après échec à la deuxième ligne, pour les cas de troisième ligne que nous conservons isentresse. Il pourrait avoir ce type de stratégie, de switch vers isentresse pour des raisons de prévention d'interactions médicamenteuses ou de toxicité lipidique, métabolique ou digestive. C'est un patient malien. Hein. Est-ce que vous feriez ça? Pourquoi? Attendez, le micro. On aurait vu peut-être les isentresse avant la darunavir. Ne pas. Oui. Non, c'est bon, Oui, c'est oui, oui. Non, Ah, faut le d'accord. mettre là. Voilà. C'est-à-dire mettre l'anti-intégrase donc avant l'antiprotéase, ne pas donner d'antiprotéase. Et surtout donc, la après les favirenz, vous auriez mis l'anti-intégrase. directement. Elle Oui. n'était peut-être pas disponible. Non, c'est un patient malien et effectivement, je pense que le raltegravir n'était pas disponible en 2014 à ce moment-là. Là, l'anti-intégrase est disponible. Est-ce que ce switch vous paraît sûr, vous paraît faisable, vous paraît réaliste? Est-ce que les chances de maintien du succès sont bonnes? Si on passe dans ce contexte-là, monsieur là-bas, vous pouvez passer le micro derrière vous. Par rapport à la question que vous posez, si c'est ça, là, c'est faisable, puisque actuellement, les nouvelles recommandations veulent qu'on mette du dolutegravir en première ligne. Mais s'ils ont mis le darunavir en première ligne, ces molécules un peu robustes. Oui. Et Oui. Mais on n'est pas en première ligne là. On est en troisième ligne. Oui, mais rien ne nous a prouvé qu'il a eu un échec et qu'on est parti en... On a fait voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Rien ne nous a prouvé. Moi, je le maintiens. Vous maintenez ça? Ouais. Vous ne changez pas? Oui. D'accord. D'accord, alors, je vais voir ce qui s'est passé. Effectivement, il y a quelqu'un qui a dit il nous manque les charges virales pour raisonner, et je crois que c'est le message essentiel. Donc, je vous ai... Alors, ça, c'est ce qu'on a dit. On a arrêté l'IP, on a introduit un inhibiteur de l'intégrase. C'est un patient qui n'a jamais reçu d'anti-intégrase, donc finalement, on n'est pas très inquiet sur le risque que le virus soit résistant aux anti-intégrases, mais ce n'est pas vraiment ça qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est qu'on a une incertitude sur les molécules qui vont accompagner l'isentresse, le raltegravir, à savoir les analogues nucléosidiques, le tenofovir et l'emtricitabine. Et donc, il nous manque l'historique des charges virales et éventuellement l'histoire des génotypes, s'il y a des génotypes disponibles dans le dossier. Donc là, je vous ai remis l'histoire thérapeutique et en regard, je vous ai mis les charges virales de ce patient, qui sont des vraies charges virales. Hein. Est-ce que quelqu'un, voilà, juste peut faire un commentaire sur ça? Un commentaire? Madame, ici, vous voulez faire un commentaire? On peut donner le micro, s'il vous plaît, là. Non, madame, ici, là. Non. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi, je trouve que malgré que on lui avait donné de bonnes
ligne de traitement, il lui est resté quand même une charge virale, comment on appelle ça, oui, détectable après plusieurs années. D'accord. Ça, avec ça les me- deux lignes, hein. Oui, avec les 2 lignes. Et qu'est-ce que vous concluez C'est de ça. ça a priori? Alors ça m'étonnerait. Est-ce que c'est un problème d'observance? Je ne sais pas. Mais Je le ne risque, pense il pas. a eu Il y a- des il y a- charges virales détectables pendant 5 ans. Oui. Oui, et Sous après, traitement avec 2 nuques, un inhibiteur Voilà. non nucléaire. Qu'est-ce qu'on craint là? A priori, Au fond, là-bas. au- au fond là-bas. les charges virales résiduelles, moi, ça me... Ah ouais, c'est pas résiduel là. Hein. Là, Ouais, c'est des charges virales on est tout à au-delà fait de- au-dessus de 50, 3000 copies, 4000 ouais. copies. Là, c'est pas du tout résiduel. Au-delà hein. de 400, même c'est des au-delà de charges virales 400, tout au-delà à de fait 1000, ouais. détectables. C'est un échec thérapeutique confirmé là. À mon avis, il y a un risque d'accumulation quand même de mutations sur la classe des nuques parce qu'il a été sous AZT et 3TC. Puis voilà. Oui, les non-nuques aussi. Les non-nuques. Peut-être de la résistance sur les 2 classes. Et donc, du coup, sur le changement sur Isentress, vous êtes tranquille ou pas? Non, parce que les anti-intégrases, on doit les mettre si on a un bon support de nuque. Exactement, c'est exactement ça Vas-y, que Romain. je voulais vous montrer. Et donc l'analyse que vous avez faite uniquement sur les charges virales, l'avantage ici c'est qu'on a un génotype qui est là, qui est sur cette charge virale à 680 en 2014 et qui montre ça. Voilà, donc je vais vous le commenter rapidement. Il y a des mutations de résistance sur les analogues nucléosidiques et sur les non nucléosidiques. Sur les non nucléosidiques, on a une K103N qui confère une résistance pour névirapine et efavirenz, qui laisse sensible la rilpivirine et l'étravirine. Et sur les analogues nucléosidiques, on a une 184V, une 215A, une 210W qui donne résistant emtricitabine et lamivudine, abacavir, D4T et AZT, et qui laisse sensible tenofovir, malgré tout impacté par 2 mutations de résistance. Il n'y a pas de mutation sur l'anti-intégrase, ce qui est plutôt logique, et pas de mutation sur la protéase. Du coup, bon, on a déjà répondu à la question, qu'est-ce que vous faites de ça? Et je sais, quelqu'un a dit, je laisse le traitement, et c'est ce qui s'est passé ici. En fait, oui, il faut modifier le traitement, parce qu'on est dans une situation de bithérapie fonctionnelle. Hein. L'emtricitabine, a priori, ne fonctionne pas. Le tenofovir a l'air d'être sensible, mais il est impacté par des mutations de résistance. Et on va se retrouver avec du raltegravir, qui est une molécule avec une barrière génétique faible et qui risque d'être touché par des mutations de résistance dans le cas où il y aurait une réplication virale, même faible. Et donc, chez ce patient, on avait repris Truvada, darunavir, et il est resté indétectable. Deuxième étape, un peu plus longtemps après, on découvre chez ce monsieur un diabète de type 2 qui se complique d'une atteinte rénale avec une protéinurie, une insuffisance rénale qui se chronicise et une clairance qui diminue lentement et qui, là, quand vous le voyez, à 45 ml par minute. Il est actuellement sous metformine et vous vous posez la question d'adapter son traitement. Comment est-ce qu'on pourrait adapter le traitement chez ce monsieur? Qui a une proposition? Est-ce qu'il faut l'adapter déjà et pourquoi? Bon, ben déjà, il faut enlever l'IP. Et moi, je ferai nétravirine, Isentress. Alors j'avoue que c'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé, mais... Alors dites-nous pourquoi vous voulez enlever l'IP et pourquoi vous faites Netral. Alors, par rapport aux interactions avec la metformine et pour diminuer le risque cardiovasculaire chez un patient qui a déjà une HTA. Et du coup, ben, la classe des anti-intégrases reste quand même assez bien vis-à-vis de ça. Et comme j'ai vu sur le génotype qu'il était sensible à l'étravirine. Voilà. Ok. Et est-ce que quelqu'un a d'autres préoccupations que l'interaction avec la metformine? Merci. Moi, je suis surtout préoccupé par le tenofovir, Ouais. qui a une néphrotoxicité. Donc, un patient qui commence déjà à faire son insuffisance rénale, hypertendu, je vais penser à enlever le tenofovir. Donc on a envie de retirer le tenofovir. J'ai axé la réponse là-dessus. Effectivement, j'avais pas vraiment pensé au risque cardiovasculaire et c'était pas ça qui me préoccupait le plus. On peut juste Mais- peut-être préciser que l'interaction IP boostée Oui. metformine Non, il y n'est a pas A significative. priori, avec le ritonavir, il n'y a pas d'interaction significative sur le plan clinique avec la metformine. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire chez ce monsieur pour retirer le tenofovir? Je vous rappelle que sur les analogues nucléosidiques, la seule molécule qui reste sensible, c'est le tenofovir, celle qu'on veut précisément retirer. Que pour les analogues non nucléosidiques, il nous reste la rilpivirine et donc l'étravirine.
il nous reste les inhibiteurs de protéase, il nous reste les inhibiteurs de l'intégrase. Alors, les propositions. Bonjour. Et moi, je pense qu'il faut maintenir le tenofovir. Il faut plutôt faire un dosage, voir la concentration plasmatique et vérifier aussi la clémence rénale. La clémence rénale, on l'a, 45 millilitres. Donc, il faut faire le dosage. Oui, mais enfin, le dosage, là, il y a peu. Et donc, si jamais le dosage est dans des concentrations correctes, vous allez proposer quoi, un jour sur deux? Un jour sur deux. C'est compliqué, hein. Oui. Peut tenter de remplacer le tenofovir par du TAF. Si le TAF est disponible, c'est autre chose. Disponible. On m'a dit le TAF, je suis pas sûr, même en France. Nous, on n'a pas le TAF FTC, nous-mêmes en France, on l'a pas. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres propositions dans le fond? Non? Vous laissez comme ça? Il y a une question subsidiaire. Quelle est la première chose que vous devez vérifier chez ce monsieur avant de retirer son tenofovir? Ah bah oui, ça c'est majeur. Oui. S'il n'a pas une hépatite B chronique. Oui, tout à fait, parce qu'on risque de réactiver son hépatite B si jamais on retire son tenofovir. Exactement. Bon, alors... Là, globalement, les options qui vont se poser, c'est de donner un traitement qui n'est pas un traitement conventionnel par une trithérapie à base de 2 analogues nucléosidiques et un 3e agent, puisqu'on est globalement coincé avec cette histoire de tenofovir. Et donc, on pourrait envisager des stratégies de type bithérapie, voire monothérapie. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est un candidat possible pour ça? Bithérapie ou monothérapie? Alors, plutôt bithérapie, d'accord. Alors, effectivement, je pense que pourquoi pas. Il y a une question qui se pose, c'est celle de l'observance. On ne sait pas bien ce qui s'est passé au départ là, de son histoire, donc il faut quand même essayer de clarifier ça. En fait, on n'a jamais réussi vraiment à clarifier ça. Mais en tout cas, ce qu'il a est sûr, c'est qu'il est observant depuis au moins 3 ans, puisqu'il est indétectable sous darunavir et Truvada depuis 3 ans. Donc plus de 2 ans d'indétectabilité. Et c'est un patient qui n'a jamais été sur le plan immunologique dans une situation extrêmement sévère. Il a des CD4 qui ont toujours été relativement hauts, au-dessus de 200. Donc oui, probablement, c'est un bon candidat. Donc là, je vous ai mis sur cette diapo les bithérapies et les monothérapies qui ont été à l'heure actuelle validées par des études qui, pour certaines d'entre elles, comportent un nombre de patients relativement restreint, mais en tout cas qui ont été publiées et dont on pourrait discuter. Donc tout à l'heure, j'ai entendu Etral, c'est-à-dire une bithérapie raltegravir et travirine. Donc on est ici, c'est un inhibiteur de l'intégrase et un non nucléosidique. Il y a aussi dans le même ordre d'idées dolutegravir et rilpivirine. On a des combinaisons anti-intégrase et analogue nucléosidique dolutegravir 3-TC, des combinaisons inhibiteurs de protéase analogue nucléosidique lopinavir 3-TC, atazanavir 3-TC, darunavir 3-TC, les IP étant boostés. Pareil avec une association avec un anti-intégrase, lopinavir boosté, raltegravir, darunavir boosté, raltegravir. Et enfin, en ce qui concerne les monothérapies, les seuls schémas qui sont validés sont des monothérapies à base d'inhibiteurs de protéase boosté, lopinavir boosté, darunavir boosté. On peut peut-être dire, est-ce que quelqu'un, juste vous levez la main, ceux qui seraient à l'aise avec une stratégie IP boostée 3-TC ou dolutegravir 3-TC chez ce monsieur? Personne. Est-ce que quelqu'un serait à l'aise pour prescrire chez ce patient-là une bithérapie IP boostée 3-TC ou dolutegravir 3-TC? Vous feriez ça? En sachant qu'il a une 184V archivée et qu'il a échappé au 3-TC, qu'il a la résistance. Hein. Il a une résistance documentée à 3-TC dans son histoire. Hein. Donc, je répète ma question. Est-ce que quelqu'un est à l'aise avec l'une de ces deux stratégies? Oui. Je suis d'accord, mais pourquoi pas la monothérapie de Daru à ce moment-là? Si vous savez que le 3-TC n'est pas actif, vous faites en plusieurs étapes. D'accord. Okay. On va en discuter. Donc pas dolutegravir 3-TC en tout cas. D'accord. Ok. Bon, alors je vais vous proposer 2 options qui pourraient être possibles chez ce patient-là et on va en discuter. La première option, c'est vous décidez de conserver un inhibiteur de protéase et c'est précisément la question que Jade vient de poser. Est-ce que, en utilisant du darunavir boosté, vous maintenez la lamivudine, c'est-à-dire le 3-TC, vous faites une bithérapie
daru 3TC ou est-ce que vous faites une monothérapie daru? Et effectivement, la question qui se pose, c'est celle de la mutation 184V sur le gène de la reverse transcriptase qui, normalement, confère une résistance au 3TC. Alors, on va faire vite. Qui fait monothérapie de darunavir? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi je pose la question déjà? Oui. Ouais, la question, c'est par rapport au fait de maintenir le 3TC dans le combinaison malgré qu'il y ait cette résistance. C'est ce que nous on fait tout le temps dans nos pays au sud. On sait que c'est grillé, mais on dit on continue. Au nord aussi, hein, on continue. Alors, en fait, il y a un essai récent qui a bien montré ça, qui s'appelle Moby Deep. C'est un essai qui a montré l'efficacité d'un traitement de maintenance par une monothérapie IP ou une bithérapie IP3TC chez des gens qui étaient en succès virologique sous trithérapie, 2 analogues nucléosidiques et un IP. Donc c'est des gens qui étaient très bien contrôlés sur le plan immunovirologique. Il y avait 2 bras avec 130 patients par bras, un bras monothérapie IP, c'était daru ou lopinavir, et un bras bithérapie IP3TC. Les résultats sont très intéressant. En fait, cet essai montre à S48 un taux beaucoup plus élevé de succès virologique quand on maintient le 3TC, malgré la présence dans 95% des cas, chez 95% des patients, d'une mutation M184V. Le taux d'échec virologique en regard était donc beaucoup plus élevé avec la monothérapie d'IP. Il y avait 25% d'échecs virologiques sous mono-IP, comparativement au bras où on maintenait le 3TC. Ce qui était intéressant de voir, c'est que ces patients ont retrouvé l'indétectabilité quand on a changé la combinaison thérapeutique, et il n'y avait aucune différence en termes de tolérance quand on maintenait le... Au total? Oui. D'accord, ouais, bon, je ne ferai pas l'autre alors. Ok. La dernière chose, c'est la deuxième option. Vous décidez finalement donc, de ne pas utiliser d'IP, vous mettez un traitement par dolutegravir et rilpivirine, une bithérapie. À quoi vous devez prendre garde chez ce patient, sachant qu'il est diabétique, il est sous metformine? Est-ce qu'il y a une précaution d'utilisation chez ce patient si on veut lui prescrire du dolutegravir avec de la rilpivirine? Oui. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça, mais comme le doluté fait augmenter la créatinine, non, c'est pas ça. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Est-ce que, comme il a une 103, ça n'impacte pas la rilpi du tout? Non. 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 Ok. Non, par rapport alors, effectivement, alors, le dolutegravir fait monter la créatinine du fait de l'inhibition d'un transporteur au niveau rénal, sans qu'il y ait d'atteinte rénale sous dolutegravir, mais c'était pas vraiment ça que je voulais vous faire dire. Il y a une interaction, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, avec la metformine, précisément parce que le dolutegravir inhibe des transporteurs rénaux qui sont l'OCT2, qui sont MATE1, et en fait qui majorent l'exposition plasmatique de metformine et qui peuvent augmenter le risque de surdosage et de toxicité de la metformine. Donc il faut faire attention à ça, et il est préconisé, dans ce cas très précis, de diminuer d'1 tiers la posologie de metformine. C'est juste pour vous dire de faire extrêmement attention aux interactions médicamenteuses d'une façon générale. Alors, je pense que je n'ai pas le temps de faire un deuxième cas clinique. Je vais... Tu as 7 minutes. 6 minutes. 6 minutes, oui. Alors, je vais aller très vite. Allez. Ok. Alors, c'est une dame qui s'appelle Madame S, qui a 35 ans, qui est ivoirienne, sachant qu'elle vit depuis très longtemps en France. Elle y retourne de façon très brève tous les ans, 2 fois par an. Elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle est secrétaire médicale à Paris. Elle est suivie uniquement à Paris pour son VIH. Diagnostiquée en 2008 à l'occasion d'une grossesse, elle est non co-infectée VHB-VHC. Elle avait 40 000 de charge virale en pré-thérapeutique avec quasiment 500 CD4. Elle n'a jamais fait d'infection opportuniste. Elle est un peu asthmatique, mais c'est pas du tout au premier plan. Elle a fait un ulcère gastrique et elle a fait un dernier bilan immunovirologique qui montrait qu'elle était indétectable et qu'elle avait des CD4 à 800. Voici son histoire thérapeutique que je vais commenter très rapidement. Donc, elle est mise lors de sa première grossesse sous tenofovir, emtricitabine, darunavir, et elle atteint très rapidement l'indétectabilité. Elle part de pas très haut, en fait. Suite à sa grossesse, il y aura un premier changement de traitement pour simplification, en fait, pour avoir un seul comprimé qui est l'Eviplera, qui est l'association tenofovir, emtricitabine, rilpivirine.
À l'occasion de sa deuxième grossesse, elle est remise sous IP. Et puis finalement, elle aura à nouveau un switch pour à nouveau une simplification pour A-tripla avec un comprimé unique, sachant qu'on ne voulait plus utiliser de rilpivirine parce que c'est une patiente qui a fait un ulcère gastro-duodénal, qu'elle était sous IPP et que les IPP contre-indiquent que la rilpivirine plus exactement contre-indique la prise d'IPP du fait d'interactions médicamenteuses. Voilà, la patiente est parfaitement équilibrée sur le plan immunovirologique, tout va très bien. Tout va tellement bien qu'en consultation, elle vous dit qu'elle fait du sport, qu'elle mange bio, qu'elle en a marre de prendre des médicaments, qu'elle trouve que c'est mauvais pour la santé. Et en plus de ça, elle a lu sur Internet qu'il y a plein de gens qui maintenant ne prennent pas leur traitement tous les jours, contrairement à ce que vous lui expliquez depuis des années en consultation. Elle voit votre visage, elle vous rassure, elle dit que quoi qu'il en soit, elle demande votre avis et qu'elle ne fera jamais rien sans que vous soyez d'accord. Est-ce qu'au vu de cette question très précise, vous pourriez lui apporter une réponse et lui proposer une stratégie thérapeutique qui correspond à ses attentes? Donc tu peux préciser, l'idée c'est quoi? Une stratégie thérapeutique? Une stratégie thérapeutique sans prendre le traitement tous les jours. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait lui proposer ça? Quel schéma? Là, ici. Le troisième rang. Moi, je pense que chez cette patiente, pour cette patiente, vu que depuis qu'elle a commencé son traitement, elle est en succès immunovirologique, je pense qu'on peut lui faire un allègement en prenant un traitement sur 4 jours et un repos sur 3 jours. Donc du lundi au jeudi, et puis elle se repose vendredi, samedi, dimanche. D'accord. A-tripla, ça vous paraît adapté pour cette stratégie? A-tripla, pourquoi pas? Bon, c'est effectivement la réponse qu'on lui a apportée. C'est une patiente qui est très bien contrôlée sur le plan virologique, qui a un ADIR de CD4 qui est haut. L'allègement nous paraît possible, et en particulier la prise intermittente d'un traitement en 5 jours sur 7 ou en 4 jours sur 7. Et justement, sur le fait que ce soit possible sous efavirenz, je vais vous montrer 2 exemples d'études. En fait, il y en a 3, mais je vais vous montrer les 2 essais les plus importants sur ce sujet. L'essai Breezer, c'est un essai qui a cherché à montrer l'efficacité d'un traitement de maintenance en 5 jours sur 7 chez des adolescents africains, européens, américains qui avaient entre 8 et 24 ans, qui étaient tous sous efavirenz avec 2 analogues nucléosidiques, bien contrôlés sur le plan immunovirologique. Il y avait 2 bras avec 100 patients par bras, un bras qui maintenait le traitement habituellement 7 jours sur 7 et un bras qui prenait le traitement 5 jours sur 7, prenait pas le samedi et le dimanche, c'est ce qu'on voit ici en bleu. Les patients ne prenaient pas le traitement le week-end. Et donc les résultats montrent 6 échecs virologiques dans le groupe 5 jours sur 7, 7 échecs virologiques dans le groupe 7 jours sur 7, et on a montré la non-infériorité de la stratégie en 5 jours sur 7 dans cet essai. Et par ailleurs, il y avait moins d'effets indésirables attribués aux antirétroviraux dans le groupe 5 jours sur 7 que dans le groupe 7 jours sur 7. Le deuxième essai que je voulais vous présenter ici, c'est l'essai ANRS 4D, qui a voulu montrer l'efficacité d'un traitement de maintenance par un schéma en 4 jours sur 7 chez des patients qui étaient en succès virologique sous 2 analogues nucléosidiques plus un analogue non nucléosidique ou un IP boosté. C'est des patients qui étaient bien contrôlés sur le plan immunovirologique et il n'y avait qu'un seul bras, c'était une étude pilote avec 100 patients. Les patients prenaient le traitement du lundi au jeudi, ne prenaient pas le traitement le vendredi, le samedi, le dimanche. Et les résultats... Alors ça, ce sont les traitements qui étaient inclus dans cet essai. Donc les patients étaient depuis 5 ans sous traitement antirétroviral en médiane et supprimés sur le plan virologique depuis 4 ans. Donc ça, il faut quand même le garder en tête. Parmi les combinaisons thérapeutiques qu'avaient ces patients, il y avait 40% des gens qui avaient de l'efavirenz, qui avaient de l'A-tripla. Dans cet essai, il y a eu 3 échecs virologiques après le passage en 4 jours sur 7, sans acquisition de mutation de résistance et avec un retour possible à une combinaison en 7 jours sur 7. Avec un retour à l'indétectabilité. Les patients étaient très adhérents, très contents, avec une amélioration notable du confort de vie. Et à l'heure actuelle, il y a un essai qui est en cours qui s'appelle Quatuor, aussi promu par la NRS, qui va chercher à montrer la même chose, mais dans un essai randomisé en incluant les anti-intégrases dans les stratégies thérapeutiques, parce que pour l'instant, on n'a aucune donnée sur les anti-intégrases dans ce type de stratégie thérapeutique. Voilà. Dernière question, vous proposez un allègement thérapeutique, en l'occurrence ici un schéma intermittent. Quel suivi virologique vous proposez? En sachant que nous, en France, on voit les personnes tous les 6 mois. Je sais pas, bon, voilà. L'idée, est-ce que vous allez maintenir un suivi aussi espacé? Est-ce que vous allez rapprocher le suivi? Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être laisser. On rapproche. C'est-à-dire On peut proposer une charge virale intermédiaire à 1 mois.
en ville qu'on récupère et de l'avoir à 3 mois au minimum. Et si ça reste indétectable, après Réespacer si tout se passe bien et en restant à la disposition pour les problèmes de tolérance. D'accord. C'est exactement ce qui est recommandé, hein, c'est d'avoir une charge virale 1 mois après, 3 mois après et 6 mois après, et de reprendre un suivi classique si le maintien de l'indétectabilité est prouvé par des charges virales indétectables à ces différents temps. Voilà, donc pour conclure, chaque patient qui est infecté par le VIH va être exposé à des décennies de traitement antirétroviral dans l'état actuel de nos connaissances. Et donc, en tant que clinicien, on va tous être amenés à modifier les traitements, à envisager des modifications dans plein de situations différentes, que ce soit une situation d'échec virologique, d'intolérance clinique, de toxicité, de grossesse, de survenue de comorbidité, en particulier cardiovasculaire ou de cancer, avec de nombreuses comédications, un risque d'interaction médicamenteuse, ou alors dans un contexte d'avancée scientifique, d'apparition de nouvelles molécules ou de nouvelles stratégies. Donc il y a 3 messages que je voulais absolument faire passer par le biais de ces cas cliniques. Le premier, c'est qu'avant n'importe quel changement de traitement antirétroviral, il faut absolument reconstituer l'histoire thérapeutique de vos patients, absolument reconstituer l'histoire virologique des patients pour pouvoir raisonner de manière complète sur un dossier. Le deuxième message, c'est que les bithérapies ou les monothérapies, ça peut être des options intéressantes, y compris chez des gens dont la modification thérapeutique est contrainte par la situation, mais que c'est des schémas qui ne sont pas valables pour tout le monde. Il faut absolument analyser la situation immunovirologique, l'histoire donc thérapeutique et virologique, connaître le statut VHB, les interactions et réfléchir de manière globale sur ça. Et enfin, le troisième message, c'est que de la même manière, la prise intermittente du traitement en 5D ou en 4D, c'est une option qui est très intéressante, et en particulier dans les pays où il y a peu d'options thérapeutiques, parce que c'est une option qui est une bonne option sous efavirenz, qui reste la première ligne de traitement dans une immense majorité des pays actuellement. C'est une option intéressante en termes de confort pour le patient, une option intéressante en termes de coûts également, puisqu'on diminue les coûts de manière drastique. Mais, encore une fois, ça impose un monitoring de la charge virale qui est absolument indispensable, et on ne peut jamais se permettre de faire une stratégie comme ça à l'aveugle. Voilà. Merci Romain.